regardez, une bande de gamins, 15-16 ans, dévalent joyeusement les pentes neigeuses d'une montagne des Alpes. La neige est bonne, l'air est pur, le soleil éclatant, les gamins sont heureux, ils se marrent, ils crient, ils foncent sur les pistes, et tous, ont une cigarette à la bouche. Podcast Story. Cette histoire se déroule dans les années 80. À l'époque, les cigarettes françaises, c'était les gitanes ou les gauloises. Des clopes rudes, du tabac brun qui étouffe bien. Des cigarettes de vieux, quoi. Et les jeunes Français des années 80 n'aimaient pas ce goût âcre et puissant. Non, eux, ils fumaient des cigarettes américaines ou anglaises, des blondes, plus douces, plus sucrées, des Marlboro, des Camel, des Lucky. Et alors ça, c'était un véritable problème pour l'économie française. Et oui, une bonne toxicomanie se commence tôt dans l'âge, entre 15 et 20 ans. Personne ne commence à fumer à 40 ans. Et donc ce sont les jeunes qu'il faut toucher si on veut les fidéliser pendant des décennies. Et les jeunes, ils fument des Marlboro. Maudits cow-boys. Il faut réagir face à la concurrence. La Régie française du tabac, la CITA, réagit et lance une marque pour concurrencer les Américains. Ce seront les cigarettes, les News. Des cigarettes de tabac blond dans un beau paquet cartonné avec un nom anglo-saxon, News. Les jeunes Français doivent fumer des cigarettes françaises. On monte une grande campagne de publicité pour toucher les jeunes et donc les détourner des Marlboro. Je reviens à mes jeunes skieurs de tout à l'heure. C'est une histoire authentique. On avait pris le télésiège et là-haut, tout en haut de la montagne, nous attendaient des jeunes femmes vêtues de combinaisons blanches et noires. Et elle portait un panier avec des cigarettes News. Et elle nous les distribuait, comme ça, souriante, charmante. Et nous, on en a pris, bien sûr. Et on s'était lancé fièrement sur les pentes, la clope au bec. Et 40 ans plus tard, ceux qui sont encore vivants fument toujours. Pourquoi fumons-nous ? C'est vrai, ça c'est une bonne question. Pourquoi sommes-nous attirés par la fumée au point de l'inhaler et de la recracher ensuite ? Ça nous vient d'où cette histoire ? Parce que ce n'est pas que la nicotine qui nous enchaîne à la fumée. Non, rappelez-vous ces drôles de lianes qu'on prenait sur les arbres au fond du jardin quand on était môme. On avait piqué des allumettes dans la cuisine, on découpait ces lianes en petites tiges et puis on les fumait. On adorait ça, on recrachait la fumée. Alors pourquoi ? Il existe une explication. C'est au fond de nous, dans la mémoire de nos cellules depuis la préhistoire. Tout remonte au feu. La préhistoire, donc. L'orage gronde, l'homme sait que les éléments vont se déchaîner, il va être seul, dans le froid, le vent, sous la pluie. Les nuages envahissent le ciel qui s'assombrit là-bas. L'homme a peur. Il se réfugie sous un rocher au pied d'une falaise. Il tremble. Et puis, le ciel est traversé par un éclair qui se fracasse sur un arbre et l'enflamme. La foudre est tombée juste là, l'arbre brûle. Les animaux s'enfuient. L'homme, lui, il reste. C'est le seul de toute l'espèce animale à accueillir cette foudre comme une bénédiction. La foudre, c'est le feu, et le feu, c'est la chaleur et la viande grillée. Et le feu, c'est la fumée que l'homme sent de loin. La fumée devient donc à ce moment-là un signal olfactif positif qui promet réchauffement et nourriture. La fumée, c'est une bonne nouvelle. Ça nous viendrait de là, cette attirance pour la fumée. Elle serait inscrite depuis dans nos gènes, d'où les barbecues et d'où les cigarettes. Ça, c'est la version ethnologique de l'histoire. Il existe aussi une version psychanalytique. La cigarette serait le sein de la mère. Et oui, on tète le mégot comme on tétait le lait maternel. Dans le même genre, Freud va encore plus loin en associant la cigarette au phallus. Je ne vous fais pas un dessin, mais avec Sigmund, c'est bien sûr du côté du sexe qu'il faut chercher une explication. Toujours est-il qu'on fume. Et on fumait bien avant de découvrir le tabac d'ailleurs. Les Romains et les Grecs de l'Antiquité fumaient déjà de la lavande, de l'eucalyptus, de l'arnica ou des champignons séchés. Il n'était donc pas question d'addiction, mais un simple plaisir à avaler puis recracher de la fumée. Tout va changer quand on va découvrir le pouvoir addictif de la nicotine. C'est une drogue et la drogue c'est pas bien, mais c'est de l'argent. Beaucoup d'argent.
Le tabac est donc une drogue. Une drogue dure selon l'OMS qui classe les drogues selon leur dangerosité. En 1, nous avons l'héroïne, en 2, la cocaïne et en 3, la nicotine, devant les barbituriques, l'alcool et toutes les autres drogues, morphine, MDMA, LSD, la liste est longue. Le tabac est une plante qui mesure environ 2 mètres. Elle parvient à maturité une fois par an et elle est dotée de grandes feuilles. Dans ces feuilles, on trouve un alcaloïde, la nicotine. L'alcaloïde, c'est une substance proche des acides aminés qui est dotée de pouvoirs analgésiques, psychotropes, stimulants, toniques et à haute dose, c'est toxique. Elle agit sur la dopamine, comme la cocaïne, le cannabis, le sexe ou le chocolat. La dopamine, c'est une hormone du plaisir. Elle nous récompense en ordonnant à nos neurones de faire en sorte que nous soyons heureux quelques instants ou quelques heures, mais on se sent bien. Et comme on est bien, quand l'effet s'estompe, on recommence, et c'est le principe de l'addiction. Nous en avons déjà parlé d'ailleurs à Podcast Story dans les histoires de la cocaïne, du cannabis, du sucre et de Ricard, que je vous conseille bien évidemment d'écouter. Revenons à notre tabac. Une fois votre feuille parvenue à maturité, vous la coupez, vous la séchez, vous la laissez fermenter à 40 ou 50 degrés, ensuite vous la roulez, vous l'allumez et vous fumez. Vous recommencez tous les jours pendant 1 mois ou 2, et c'est bon, vous êtes accro. Le tabac est apparu 6000 ans avant Jésus-Christ, en Amérique du Nord. Et il commence à être consommé par les Amérindiens environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Ils le mâchent ou ils le fument. Mais ce n'est pas encore une drogue. C'est un excitant, c'est un coupe-faim, il soulage les maux de tête, il permet de contacter les dieux. Et bien sûr, grâce à lui, on sociabilise. C'est le fameux calumet de la paix que l'on fume ensemble autour du feu. Mais on n'en est pas encore à une consommation addictive quotidienne, pour ne pas dire horaire, comme ce sera le cas quelques siècles plus tard. Dans la mythologie des Indiens Hurons, le tabac est donné par les dieux. À l'époque où la terre était sèche, désertique, les hommes mouraient de faim, alors le grand esprit a envoyé une femme pour sauver l'humanité. Cette femme a parcouru le monde. Quand elle touchait le sol de sa main droite, il poussait des pommes de terre. Quand elle touchait le sol de sa main gauche, il poussait du maïs. Et quand elle s'asseyait sur le sol pour se reposer, il poussait du tabac. 12 octobre 1492, date historique dans l'histoire de l'humanité et des clopes. Christophe Colomb débarque aux Antilles, sur une île des Bahamas, et découvre un nouveau monde. 17 jours plus tard, le 29 octobre, il navigue au large de Cuba. Ne sachant pas à quoi s'attendre, il envoie un homme en éclaireur. Dans l'histoire du tabac, cet homme est important. Il se nomme Rodrigo de Jerez. Rodrigo monte dans une barque et rame jusqu'à la plage, et il débarque donc sur l'île de Cuba. Il marche, il voit des maisons, il s'approche, et là il rencontre des autochtones qui ont une bien curieuse habitude, ils fument. Rodrigo n'a jamais vu un truc pareil. Ils aspirent une sorte de fagot de feuilles enflammées et ils recrachent de la fumée. Ils fument ce qui est l'ancêtre du cigare. Imaginez des feuilles de tabac roulées en un cylindre large comme l'avant-bras, un gros truc, et le tabac est maintenu par une feuille de maïs. Les autochtones tendent cette espèce de cigare à Rodrigo, qui aspire quelques taffes. Et à cet instant précis, Rodrigo de Jerez devient le premier occidental de l'histoire à fumer un cigare. Mais son histoire ne s'arrête pas là, parce que Rodrigo rentre en Espagne avec du tabac, il veut montrer à tout le monde comment on le fume. Erreur. En Espagne, ces années-là, la redoutable Inquisition veille à ce que la chrétienté soit respectée. Le moindre faux pas vis-à-vis de Dieu peut vous conduire au cachot au mieux, au bûcher au pire. Quand Rodrigo fume, recrache de la fumée par la bouche et par le nez, on y voit aussitôt la marque du démon. Cette fumée qui sort d'un homme ne peut provenir que de l'enfer. Et Rodrigo sera condamné à 7 ans de prison. Voilà, vous le savez désormais, le premier Européen à avoir fumé sur le sol européen a pris 7 ans de tôle. Et pourtant, Rodrigo avait vu juste, parce que l'Europe va se mettre au tabac. La contamination va prendre du temps, tout simplement parce qu'au début, le tabac est rare et cher, il est donc réservé à l'élite. En Espagne, au Portugal, en France, en Russie, en Angleterre, il est de bon ton de fumer le tabac dans une pipe ou de le mâcher ou encore de le priser.
Déjà d'ailleurs, on trouve ses partisans et ses détracteurs. Au-delà du plaisir qu'il procure, certains y voient une plante médicinale. On préconise le tabac contre les maux de tête, les problèmes intestinaux, la fatigue. On pratique des lavements avec des décoctions de tabac. C'est une plante magique qui soigne un peu tout. Mais il ne plaît pas à tout le monde. Il sent mauvais, il est sale, et déjà certains décèlent qu'il entraînerait des maladies pulmonaires. Il est toxique. Bref, dans les cours européennes, on débat et parfois même on l'interdit. Mais il se répand. On prête au clochard de la ville de Séville, en Espagne, l'invention de la cigarette. Il récupérait les mégots des riches fumeurs de cigares, il les émiettait et roulait ces miettes dans du papier journal avant de le fumer. Double peine donc pour ces premiers fumeurs de cigarettes qui s'intoxiquaient avec le tabac, mais aussi avec l'encre du papier journal. Mais celui qui va réellement lancer la fabrication et le commerce des cigarettes telles que nous les connaissons, c'est un Anglais dans son atelier de Londres. Il va les rouler à la main avec du tabac turc. Nous sommes en 1847. L'artisan se nomme, vous le connaissez tous, Philip Morris. Et c'est le début de ce que l'on nomme aujourd'hui l'épidémie mondiale de tabac. Au début du XXe siècle, le tabac reste un plaisir de riche. Mais arrive la Première Guerre mondiale, qui va offrir aux cigarettiers une publicité inouïe. Le coup de marketing du siècle. On distribue des cigarettes aux soldats. Et le héros monte au front la clope au bec. On peut presque dire que la cigarette participe à la victoire. Et si le poilu fume, tout le monde se met à fumer. Arrive la Seconde Guerre mondiale, et alors là c'est le coup final. Le tabac s'installe définitivement pour de bon dans notre vie quotidienne. Juste après la guerre, les Américains proposent le plan Marshall, qui doit aider à la reconstruction de l'Europe. Une somme de 13 milliards de dollars, ce qui ferait à peu près aujourd'hui 150 milliards d'euros. 13 milliards de dollars donc de l'époque, en prêts, en argent et en dons. Et parmi ces dons, il y a pour 1 milliard de tabac. Les Européens n'en avaient pas demandé, mais on leur envoie des clopes. En parallèle, les fabricants de cigarettes inventent et déploient tout l'arsenal publicitaire que l'on connaît aujourd'hui, mais qui à l'époque était tout neuf. Les films, les messages radio, les photos, les pages dans la presse. On vante le bien-être, on vante la classe, on vante le plaisir. On surfe même sur les premiers mouvements de libération des femmes. Fumer, c'est, mesdames, se libérer, c'est être l'égal des hommes. Et puis c'est la séduction, et puis c'est le plaisir. Tout le monde fume, et personne n'imagine se faire du mal. Et pourtant, dès 1953, on savait. Des articles sont publiés dans la presse américaine cette année-là, le premier dans le magazine Time, qui révèle les résultats d'une étude prouvant que l'inhalation du goudron des cigarettes provoque un cancer chez les souris. Le deuxième article, dans le New York Times, celui-là, affirme que la forte augmentation des cas de cancer dans la population américaine ces 20 dernières années est due à la popularisation du tabac. Là, on aurait dû mettre un coup de frein. On apprend de sources sûres, de sources scientifiques que le tabac est cancérigène. On devrait immédiatement en arrêter la commercialisation, la publicité, au moins avertir le public. Eh bien non, rien de tout cela. Ce sera même le contraire. Non seulement on ne va rien faire, mais en plus on va diffuser encore plus le tabac dans le monde. Et si on ne fait rien, c'est pour deux raisons. La première, c'est que dès le début de cette histoire, les États se sont piégés eux-mêmes. Ils sont tous devenus complices en imposant une taxe sur le tabac. Et la consommation ayant eu un succès fulgurant, les rentrées d'argent dans les caisses de l'État sont chaque année plus importantes. En 2022, le tabac a rapporté, ne fût-ce qu'en France, 15 milliards d'euros en taxes. On y regarde à deux fois avant de s'en priver. Et puis, il y a les cigarettiers eux-mêmes. En 1953, donc, quand sortent ces informations sur la nocivité de la consommation de cigarettes, les plus gros producteurs des États-Unis se réunissent à New York dans un hôtel de luxe comme des mafieux et décident d'engager une prestigieuse agence de communication pour contre-attaquer. La grande idée, c'est de payer généreusement des scientifiques et des médecins pour qu'ils remettent en doute la dangerosité du tabac. Le truc, c'est de publier étude sur étude pour faire traîner le débat, faire en sorte que les travaux ne s'arrêtent jamais, qu'en fait, on sait pas vraiment, on n'est pas certain, on travaille dessus. C'est exactement la même méthode, c'est d'ailleurs là qu'elle a été inventée, qui est utilisée aujourd'hui
en 2023, date d'enregistrement de ce podcast, pour le sucre, les engrais chimiques ou les pesticides. On verra même à l'époque des publicités vantant les bienfaits du tabac pour les personnes asthmatiques et pour les femmes enceintes. Les fabricants vont aussi transformer le produit. On travaille le goût, on fait en sorte que la cigarette se consume plus vite et surtout, on joue avec la génétique pour rendre la nicotine encore plus addictive. Au passage, nouvelle arnaque, on invente même la cigarette légère, qui n'est absolument pas moins nocive que les autres, mais bon, ça marche. Mais ça change. L'image du tabac n'est plus la même depuis les années 90. Les ficelles sont trop grosses. Des médecins et des scientifiques intègrent cela, lancent à leur tour des campagnes d'information pour dénoncer le mensonge. Et le message passe. Et les gouvernements sont bien obligés d'agir. Terminé le cow-boy Marlboro et les jolies filles en haut des pistes de ski. En 2008, petite révolution, la France interdit la consommation de tabac dans les lieux publics. Auparavant, souvenez-vous, on fumait à table avec les gamins. On fumait dans les couloirs du métro, dans le train, dans l'avion, dans les bars, au bureau, à la sortie des classes. On a tous eu un jour ou l'autre ce prof qui fumait en classe et écrasait sa clope dans la poubelle. Regardez un film tourné avant l'an 2000. C'est assez dingue de voir tous ces acteurs fumer à longueur de film. Un autre monde. Le tabac est désormais un poison. Voyons, on aura mis 70 ans à l'accepter. Le cow-boy Marlboro est mort d'un cancer, même si, paraît-il, il était non-fumeur. Les paquets de cigarettes sont couverts d'images horribles nous montrant, en gros plan, des morts et des poumons encrassés. Les parents ne fument plus dans les voitures vitres fermées avec les enfants à l'arrière. Bref, le tabac n'est plus un plaisir, c'est une addiction dont il faut se soigner. Et pourtant, on fume toujours. Et beaucoup. Chaque année, le monde fume, attention, 6 000 milliards de cigarettes, soit 127 000 cigarettes par seconde. Le chiffre d'affaires du tabac est estimé à 1 000 milliards d'euros chaque année. Et un dernier chiffre, si rien ne change, 1 milliard de personnes mourront des effets du tabac au XXIe siècle. 1 milliard de victimes. Une épidémie. 20% de la population mondiale fume encore, ça baisse un petit peu, on était 25% en 2005. Mais cette baisse est déjà anticipée par les cigarettiers qui, aux dernières nouvelles, investissent massivement dans la cigarette électronique et le cannabis. Comme ils disent là-bas, les affaires sont les affaires. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.